présentation qui va se dérouler à peu près sur 45 minutes, après avec une petite session de questions-réponses. Donc que vous pouvez poser sur le chat du GoToWebinar. Ça va se dérouler en trois étapes. D'abord, une présentation générale de qu'est-ce que le protocole S3. On parle beaucoup d'S3 dans toutes les communications que vous apercevez, mais on va dire que c'est assez récent le fait de standardiser et de parler de ce type de protocole. Donc on va essayer de le démystifier. On va parler donc des cas pratiques, dans notre cas la sauvegarde, notamment la sauvegarde externalisée. Et pour finir, on va vous présenter l'offre Novancy sur le stockage S3, notamment sur la partie sauvegarde externalisée, et pourquoi nous avons décidé de proposer ce type de service. Alors, tout d'abord, pourquoi le S3, pourquoi on parle de S3, on parle des 3 S, donc c'est Simple Storage Service. On va dire que c'est un nom inventé par Amazon AWS notamment, donc la cellule cloud d'Amazon, qui a sorti un protocole donc S3 dont l'objectif était de proposer un protocole, on va dire, assez standardisé et très adapté au monde cloud, dont le but était de traiter beaucoup de volumétrie sans avoir à gérer les droits, sans avoir à gérer les accès de façon traditionnelle, tel qu'on le fait aujourd'hui sur un serveur de fichiers classique par exemple, et donc quelque chose de très évolutif. Tout en étant très compétitif en termes de tarifs. Donc il faut savoir que c'est une offre de stockage compatible, on va dire, sur l'ensemble des clouds publics, qu'on appelle ici hyperscaler, donc Amazon avec son protocole S3, Microsoft Blob qui a l'équivalent en fait, hein, c'est le concurrent, on va dire, un des concurrents. Vous avez Google Cloud Storage également qui propose du service S3. Et vous avez maintenant beaucoup d'offres cloud privées basées sur du S3, notamment OVH, Novancy, Line, etc. etc. Quand on parle d'S3, effectivement, on va parler d'un modèle de stockage, objet. Alors pourquoi on parle de stockage objet par rapport à un serveur de fichiers classique? On change vraiment de paradigme. C'est-à-dire que chaque objet va avoir ses propres propriétés au-delà de celles que vous connaissez, qui sont les droits classiques sur un serveur de fichiers, qui a le droit de voir quoi, etc. Là, on va aller beaucoup plus loin sur les propriétés du fichier lui-même. C'est-à-dire qu'on va être capable d'avoir jusqu'à 5 Tera de métadonnées pour un seul fichier. Potentiellement, dans les métadonnées, on va pouvoir donner plein d'informations. À qui appartient ce fichier? On va pouvoir dire également potentiellement s'il y a une date d'expiration de ce fichier dans un contexte éphémère. On va pouvoir le dire que ce fichier ne peut être supprimé qu'à tel jour, à telle date. Et on va pouvoir lui donner tout plein de propriétés. L'avantage de ce type on va dire de fonctionnement, c'est que potentiellement un site web qui a beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, on va dire que pour les vidéos c'est pas forcément adapté, mais les fichiers qui sont stockés pour un fichier web, en général les images des sites web aujourd'hui sont surtout de façon générale hébergées en mode objet sur des protocoles de type S3. Parce que c'est des grosses volumétries potentiellement, c'est un stockage qui est accessible directement, il n'y a pas d'arborescence, donc on n'a pas besoin d'explorer toute une arborescence telle qu'on ferait sur un serveur classique pour aller chercher un fichier. On va dire que chaque fichier a son nez unique et est accessible avec certaines propriétés. Donc ça facilite, on va dire, la gestion, surtout dans le monde du développement, dans le mode web. On parle de stockage bas coût. Alors pourquoi bas coût? Parce qu'effectivement, le stockage objet à la base est défini, notamment pour des grandes volumétries. Le problème qu'Amazon avait et d'autres également, c'est proposer une grosse volumétrie de stockage, mais voilà, sans exploser les tarifs dans leurs offres cloud. C'est là qu'est à l'origine le protocole S3. Ils ont donc sorti, on va dire, développé ce type
de stockage dans le but de réduire les coûts. Il faut savoir que c'est un stockage qui est essentiellement sur des machines physiques qui sont assez, je vais dire lentes, mais c'est pas forcément le mot. On va dire que c'est sur un stockage moins rapide, limité en termes d'IO, limité en termes de débit, car c'est pas ce qu'on lui demande non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un site web, même si on a beaucoup d'images, chaque objet va être, on va dire, téléchargé par le site web. On n'a pas besoin d'avoir 1 giga de débit ou 10 gigas de débit potentiellement pour répondre à ce besoin. C'est à bas coût également parce qu'il y a un nombre de transactions limité. Quand on parle de transactions, c'est les interrogations qu'on va faire sur le protocole de stockage. Potentiellement, c'est une opération de lecture ou une opération d'écriture. C'est une transaction. Et en général, sur un site web ou même n'importe quel autre usage, en S3, vous n'avez pas forcément le besoin d'avoir cette granularité-là. En termes de nombre de transactions, c'est donc limité dans la mesure où l'objet de faire du S3 ou du cloud, potentiellement, vous payez à l'utilisation et potentiellement, le stockage objet, vous le mettez sur le cloud pour avoir potentiellement, on va dire, du stockage pour un site web, mais à condition que vous ayez un nombre de transactions limité. Comme vous le savez, dans le monde cloud, vous payez à l'utilisation, donc vous payez non pas seulement l'espace que vous consommez, mais vous payez également potentiellement tout ce qui est autour, c'est-à-dire le débit sortant, les opérations d'écriture, les opérations de lecture, et plus vous faites d'opérations, plus potentiellement ce coût varie. Et le but, c'est quand même que ça reste moins cher qu'une offre, on va dire, de stockage performant classique tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est une solution donc dans le monde cloud qui est aujourd'hui potentiellement multi-région. Donc ça, c'est un autre des avantages, c'est que dans le monde du cloud, vous pouvez avoir des sites web en France, vous pouvez avoir des sites web aux États-Unis, voire même en Asie. Et donc le stockage S3 est facilement, on va dire, nativement synchronisable, on va dire, entre les différentes régions du monde, ce qui permet justement d'avoir une couverture mondiale, donc potentiellement pour un site d'e-commerce ou des sociétés qui souhaiteraient être visibles et accessibles partout dans le monde. Si vous avez un site en France et que vous voulez vendre aux États-Unis, effectivement, si vous avez vos serveurs chez vous, ça va être un peu plus compliqué. Vous avez un temps de latence qui est moins intéressant. Votre site, l'expérience utilisateur, potentiellement, votre site sera beaucoup plus long de l'autre côté de l'Atlantique, potentiellement, puisque vous avez des temps de latence qui sont augmentés, etc. Donc le S3 était aussi là pour répondre à ce besoin et à cette problématique. Et donc c'est une offre désormais qui est généralisée sur tous les hyperscalers. Donc les hyperscalers, c'est tous les clouds publics. Donc là j'en ai mis 3, mais on va dire c'est les leaders. Il y en a bien sûr d'autres. On parle donc de Microsoft avec sa solution Blob, on parle de Google et on parle donc du fameux Amazon AWS S3 qui est, on va dire, la référence. Il faut savoir que le S3 est devenu désormais, on va dire que Amazon est propriétaire, on va dire, de l'outil principal, c'est-à-dire le S3. C'est pas un protocole aujourd'hui, hein. C'est pas encore un protocole comme on peut connaître le NFS, le XKD ou le CIFS ou autre. C'est, on va dire, c'est propriétaire. Mais Amazon voulait s'ouvrir notamment à tout le monde. Ils ont tout intérêt, ils ont eu tout intérêt à mettre leur outil en open source. C'est-à-dire qu'il y a des dérivés aujourd'hui. Il y a des dérivés aujourd'hui du S3 potentiellement qui sont en open source et donc pas forcément avec 100% des fonctionnalités que vous avez par exemple chez Amazon, mais vous avez potentiellement 80% des fonctionnalités. Alors ici, il y a un petit logo, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est un seau, ce qu'on appellera un petit bucket. Donc quand on fait du S3, potentiellement on parle de bucket, ce qu'on appelle des seaux de données. Disons que c'est un seau avec, si on fait l'image, avec des Legos, et en fait les Legos c'est vos données. Vous mettez vos données dans un grand seau
potentiellement, chaque Lego a sa propre propriété, a sa propre couleur, a sa propre forme et est identifiable potentiellement par le protocole grâce aux métadonnées qui sont stockées. Donc quand on parle d'un bucket, c'est de façon illimitée, vous pouvez mettre des données dans votre seau vous le transportez vers un autre cloud et vous repiochez les données dedans. On va dire que le modèle visuel, ce serait celui-là. Donc on parle de bucket, c'est un espace de stockage S3. On va dire que c'est le terme standard lorsqu'on parle de S3. Un bucket, c'est un espace de stockage, il peut avoir des centaines de buckets si vous voulez. Par exemple, vous pouvez avoir un bucket pour un site web. Si vous avez 10 sites web, vous pouvez avoir 10 buckets, par exemple. Voilà, vous pouvez gérer. C'est une façon d'organiser la donnée, on va dire, un peu plus humanisée. Donc, pour être plus précis, le S3 est donc devenu un standard du marché. Alors, pas un standard du point de vue RFC, mais un standard du point de vue aujourd'hui standardisation du marché, offre commerciale. Aujourd'hui, on parle de S3 essentiellement un peu partout, ne serait-ce que vous avez certainement déjà entendu parler des sauvegardes. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, c'est aussi pour parler du sujet des sauvegardes. Donc je reviens sur le sujet, donc stockage bas coût, notamment pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que c'est facturable à l'utilisation, donc si vous l'utilisez très peu, en effet, c'est un coût moindre. Et bien sûr, si vous l'utilisez beaucoup, le coût pourrait augmenter. Mais on parle de bas coût potentiellement parce que c'est un protocole, encore une fois, qui n'est pas destiné à potentiellement héberger des données pour des bases de données transactionnelles avec des temps de latence très très faibles. C'est pas encore adapté pour ça et je pense pas que ça le sera. En tout cas, c'est pas un des cas d'usage. Donc, il est possible tout de même d'avoir aujourd'hui du stockage, ce qu'on appelle du stockage premium pour faire du S3 dans les différents cloud providers. Et donc, le stockage premium, on parle potentiellement d'un stockage SSD. Toutefois, il faut savoir que le protocole est limité par le mode de transport. Aujourd'hui, le mode de transport du protocole S3 se fait via le web. Donc, vous avez compris que c'était vraiment dans le monde web. Et on parle donc du protocole HTTP, HTTPS, donc qui est beaucoup moins performant, évidemment, par rapport à un protocole de données traditionnel, comme par exemple le NFS. On parle de 150 millisecondes de réponse à peu près, hein, c'est un ordre de grandeur. Pour le protocole HTTPS, lorsque vous ouvrez un site web, c'est pas vraiment instantané, il y a quand même du chargement derrière. Donc, le mode de transport fait que vous avez de la sécurité, vous avez des surcouches qui font qu'il y a un temps de latence plus élevé. Par rapport à, par exemple, du NFS en local chez vous, avec un serveur de fichiers potentiellement, où là, vous avez un temps de latence potentiellement qui est très faible, 1 à 5 millisecondes potentiellement, en fonction si vous avez du SSD, du disque mécanique et autres. Donc, faut bien définir l'usage, le workload à l'avance en fonction de vos usages et de l'application que vous voulez vraiment utiliser. Donc, bas coût, alors toujours sur la question de la volumétrie, sans limitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le S3 est fait de façon à ce que vous pouvez héberger des dizaines et des dizaines de pétas sans avoir à vous soucier du système de fichiers qui est en dessous, de la de stockage ou quoi que ce soit. Là, simplement, vous consommez à l'utilisation. Il ne faut pas le visualiser en tant qu'un serveur derrière. Hein, c'est pas un seul serveur. En fait, le protocole de S3, on va dire que c'est une multitude de nœuds, de serveurs, alors qu'ils soient sur un data center ou sur plusieurs data centers dans le monde, qui sont distribués entre eux. Ce qui fait aussi que le protocole est lent, puisque à chaque fois que vous écrivez une donnée, potentiellement, il doit être répliqué à 4 ou 5 endroits différents. Donc c'est conçu pour un grand nombre de fichiers. Donc on parle de stockage illimité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite technique à l'heure actuelle pour un bucket, un seau S3. Donc c'est un seau sans fond, un puits sans fond, on va dire. Il y a d'autres avantages sur ce type de protocole, entre guillemets. On parle notamment de la façon de transport des données. Donc, on a parlé de l'HTTPS. Donc, bon, le protocole HTTPS, de façon assez standardisée, il est sécurisé via un échange de certificats entre un client et le serveur en question qu'on veut joindre. Donc, dans notre cas, le serveur, c'est
de service S3, aujourd'hui avec un chiffrement de type AES 256. Donc ça, c'est bien sûr en fonction des différentes versions qui arrivent, sécurisable davantage. Donc c'est fait pour être ouvert, c'est fait pour être disponible 99% du temps, c'est fait pour le monde cloud. C'est pas fait pour être déconnecté d'Internet. C'est un protocole qui a vocation à être accessible, on va dire, proche du 100% de la disponibilité. Euh, Malgré tout, il y a quand même de la sécurité à mettre en place, donc il faut tout de même aller chercher donc un peu de sécurisation via voilà la sécurisation du protocole HTTPS. C'est ce qui fait que potentiellement les temps de latence sont aussi plus longs, mais aussi la granularité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire une granularité très très précise de la sécurité et des droits potentiellement. Vous pouvez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, faire en sorte, dans une stratégie, aujourd'hui, vous pouvez avoir des centaines d'options, comme dire bah, tel type de fichier, par exemple tous les fichiers PDF, si c'est pour un stockage temporaire, expire au bout de 10 jours. C'est une stratégie de gestion de la donnée, c'est-à-dire tout est automatique, vous n'avez pas besoin de soucier. Ou vous pouvez dire également tel utilisateur, ou on va dire tel, non, mais tel utilisateur a accès à, si on fait le parallèle avec les Lego, a accès que à tous les Lego qui sont verts potentiellement. Voilà, vous pouvez mettre des conditions en fait d'accès très très granulaires par fichier, puisque comme vous avez compris, on n'a pas d'arborescence tel qu'un serveur de fichiers classique. On va dire que tout est à plat et chaque fichier est accessible et les métadonnées sont le fichier lui-même. C'est-à-dire qu'un seul fichier peut lui avoir ses propres métadonnées. C'est pas lisible on va dire, par un utilisateur final s'il n'y a pas un outil tiers. Et enfin, le protocole tel qu'il a été créé dispose donc pas d'interface d'utilisation. Aujourd'hui, il n'y a pas une interface d'utilisation. Aujourd'hui, c'est un lien sur lequel on va, via d'autres outils, déposer des fichiers, aller chercher des données potentiellement, mais si vous allez sur un lien S3, vous n'allez pas avoir ce qu'on appelle une page web avec votre liste de fichiers comme un drive. Hein. Ça, vous l'aurez pas. C'est vraiment via du code que vous allez récupérer potentiellement les données et les fichiers. Donc, les deux interfaces, celle d'utilisation pour un utilisateur ou pour un applicatif, n'est pas du tout la même que celle qui est utilisée pour l'administration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'administration est complètement décorrélée de l'interface utilisateur, puisqu'un utilisateur il peut avoir un accès par exemple aux États-Unis, alors que vous, votre interface d'administration, elle est en France potentiellement, et euh, donc déjà vous avez cette granularité d'accès et d'administration, et vous pouvez donc évidemment séparer les deux accès qui ne sont pas communs, c'est-à-dire que quand vous créez un utilisateur, il n'aura jamais accès à l'interface d'administration, puisque ça passe en fait par votre tenant. Si vous êtes sur AWS, il faut aller sur AWS, gérer votre administration. Et si vous êtes sur Azure, c'est exactement pareil. Vous vous connectez sur Azure et puis vous avez vos interfaces d'administration. Vous avez la brique Blob, puisque on parle de Blob dans Azure. Et puis vous séparez les deux accès. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de séparer les deux accès, puisqu'en fait, les utilisateurs par défaut n'ont accès qu'à leur saut. En fait, c'est tout le principe de saut. Vous créez un saut dans le S3, et chaque utilisateur potentiellement n'a accès qu'à un saut ou à plusieurs sauts en fonction des droits que vous lui attribuez. On parle donc d'interface déconnectée. Je reviendrai sur le terme déconnecté. Mais on parle de déconnecté pour l'interface administration, simplement par le fait que même si c'est lié à Internet, aujourd'hui, si vous avez un virus en interne chez vous, vous êtes connecté à Internet vous-même. Techniquement, si vous êtes connecté à Internet, c'est pas pour autant que vous allez diffuser le ransomware que vous avez eu à tous vos clients ou à tout Internet potentiellement. Donc on parle de mode déconnecté puisque il y a la couche Internet entre les deux et il n'y a potentiellement aucun lien. Il n'y a pas de VPN, c'est-à-dire que le protocole S3 en général est ouvert sur Internet. Donc vous n'avez pas de liaison directe entre votre système et le système destination. C'est accessible depuis comme un site web classique. Donc potentiellement, c'est pas parce que vous avez un ransomware soit dans votre société, soit dans votre maison ou autre, que vous allez polluer le site des impôts, par exemple. Donc nous, le fait qu'on parle de mode déconnecté. Et donc, comme je l'ai dit juste avant,
l'outil S3 ou le protocole S3 doit être, en tout cas, très conseillé de l'utiliser via des outils tiers. Donc on parle des outils tiers, c'est via de l'API, hein, donc c'est des applications qui sont capables en fait d'envoyer directement vers S3. Aujourd'hui, beaucoup de développeurs développent de façon à ce qu'il n'ait plus à poser de questions en fait aux gens de l'infrastructure, de façon à être complètement autonome. Aujourd'hui, un développeur, il est capable de créer son site web sans demander à un informaticien de lui créer un serveur web, de lui créer des espaces disques, etc. Le but, c'est qu'il soit totalement autonome. Donc, de façon générale, les outils de développement d'aujourd'hui, que ce soit pour des sites web ou même pour des applications, sont facilement interfaçables avec de l'API potentiellement pour aller mettre un espace de stockage, ça peut être pour les factures, ça peut être pour n'importe quoi, sur un stockage S3. Donc juste en mettant un lien, juste en mettant un login et un password, entre guillemets, on peut connecter un site web à un espace S3, tout simplement sans avoir à demander à un ingénieur, des architectes de créer une infrastructure complexe, etc., tel qu'on le fait de façon traditionnelle. Et donc, il faut passer soit par des API qui sont intégrés dans les outils de développement, soit par des outils. Il y a un outil qui s'appelle S3 Browser, que vous pouvez trouver sur Internet. C'est un outil payant, mais voilà, que vous pouvez trouver et qui a une version gratuite et potentiellement sur lequel vous pouvez aller explorer voilà, le contenu d'un SOA S3. Pour une utilisation d'un utilisateur final au quotidien, c'est pas l'idéal, c'est pas fait pour. Hein. C'est clairement aujourd'hui, c'est pas fait pour. Par exemple, les drives aujourd'hui, si vous prenez OneDrive, potentiellement, OneDrive c'est un mauvais exemple puisque derrière c'est du SharePoint, mais si on prend l'exemple de Google Drive, derrière c'est simplement justement l'équivalent du protocole S3. Vous n'avez pas une arborescence, contrairement à un serveur Windows que vous avez chez vous. Et là, derrière, c'est le protocole S3. Et donc, vous avez votre interface, c'est Google Drive. Et le stockage de Google Drive, c'est potentiellement du stockage S3. Chez Google, bien sûr. Voilà pour la partie du S3. Donc, on peut en parler pendant des heures, mais effectivement, si vous avez des questions sur cette partie-là, surtout, n'hésitez pas à les poser. Maintenant, on va aborder la deuxième partie qui touche au monde de la sauvegarde. Pourquoi, effectivement, le S3 peut être adapté au monde de la sauvegarde de données, j'entends. Il y a plusieurs critères incontournables de la sauvegarde aujourd'hui à prendre en compte dans une infrastructure. Donc, vous avez des risques, vous avez des incidents, donc c'est des risques potentiellement catastrophes naturelles, interventions humaines, pas de matériel. Pardon, excusez-moi. Donc pas de matériel, excusez-moi. Vous avez également les menaces extérieures, donc les virus, on vient d'en parler, les ransomware, les attaques DDoS, les attaques d'indisponibilité, les virus. Vous avez la réglementation, parfois, qui vous exige d'avoir des sauvegardes externalisées, notamment dans le monde des assurances ou dans le monde de la RGPD. Potentiellement, on va vous demander de stocker des propriétés de la donnée sur une durée donnée, par exemple sur plusieurs années, et de façon anonyme ou de façon sécurisée. Et enfin, vous avez aussi des menaces internes, comme ça peut arriver à des administrateurs, ce qu'on appelle voyous. Alors, c'est un peu un terme, je n'ai pas trouvé d'autres mots, mais ça peut être quelqu'un qui effectivement est en train de partir de la société, peut-être en mauvais termes, et qui veut nuire en fait à la société. Ça peut arriver, c'est le cas vécu malheureusement, mais ça fait partie des acteurs malveillants, même si c'est des gens qui font partie de la société. Alors quand une société fait 100, 150 personnes, c'est vrai que ce risque est assez limité. Et quand vous avez des sociétés de 2, 3, 4, 5 000 personnes, vous avez beaucoup de monde quand même au niveau de l'administration euh, du système, et que ce soit des gens techniques, que ce soit des gens de support ou autres. Donc vous avez plus de gens, donc potentiellement vous avez plus de risques d'avoir des gens en interne qui veulent nuire. Et vous avez aussi des gens qui ne sont pas partie de l'informatique qui veulent pouvoir nuire à votre système d'information. Des commerciaux qui veulent partir, par exemple, avec tout le dossier client, qui veulent partir, qui veulent effacer toutes les données qu'ils ont produites sur l'infrastructure, potentiellement. C'est aussi de la menace. Donc on parlera de vol de données, de fuite de données aussi potentiellement. Et
pour répondre à tous ces critères, vous avez potentiellement plusieurs solutions de sauvegarde. Aujourd'hui, vous avez non pas que de la sauvegarde, hein. La sauvegarde n'est pas la solution pour tout. On va dire que la sauvegarde aujourd'hui, c'est la dernière garantie qui va vous assurer, dans le pire des cas, d'avoir une résilience, en tout cas de pouvoir s'en sortir et de retrouver vos données. Donc, il y a 3 points essentiels, notamment au niveau de la sauvegarde. C'est bien sûr de pouvoir sauvegarder, donc de façon sécurisée, mais surtout de pouvoir restaurer. Donc, le vrai test de la sauvegarde, c'est un test de restauration. Donc, clairement, c'est bien que votre donnée soit sauvegardée, mais si vous ne pouvez pas la lire, si elle est corrompue ou autre, eh ben, elle ne vous sert pas à grand-chose. Donc il y a 3 points effectivement, c'est aujourd'hui qu'on va vous présenter, donc la protection des données et vous assurer de leur disponibilité, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes, en tout cas qu'elles soient disponibles le moment où vous avez besoin de cette donnée. L'ANSSI a mis en place des bonnes pratiques qu'on va aller voir également au sujet de la sauvegarde. Donc ce qu'on va vous présenter là, c'est simplement en suivant les bonnes pratiques de l'ANSSI. Et donc ainsi, l'offre qui est proposée ici, ce sera potentiellement voilà, l'offre d'accompagnement sur la sauvegarde et la restauration de vos données. Et aussi potentiellement la réduction de la restauration de ces données, du temps de restauration. Ce que nous dit l'ANSSI au sujet de la sauvegarde, donc on parle souvent du 3-2-1, vous avez certainement déjà entendu parler de ça. En général, on parle, alors le 3-2-1, on peut le voir sur plusieurs formes. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérivés du 3-2-1. Donc le 3-2-1, simplement, ce qu'il faut vous dire, c'est vous avez potentiellement 3 sauvegardes euh, sur 2 types de supports différents. Donc le support, c'est l'endroit où vous mettez vos sauvegardes. Quand je dis l'endroit, c'est la technologie sur laquelle vous mettez les sauvegardes. Alors ça peut être du disque, ça peut être de la bande, ça peut être du snapshot. Enfin, voilà. Donc 2 points de sauvegarde, dont un externalisé. Ça, c'est, disons, la norme à peu près partout. Alors, il y a bien sûr dans le public, dans le monde du, comment dire, de l'État ou tout simplement dans les collectivités, dans le domaine du public, parfois il y a des exceptions, voire même beaucoup plus complexes, beaucoup plus d'exigences. Là, on parle vraiment de quelque chose de standard, de façon basique. Les bonnes pratiques de l'ANSSI, c'est aujourd'hui, c'est définir un plan de sauvegarde, la fréquence de votre plan de sauvegarde, hein, donc les sauvegardes des données, en fonction de vos comment dire, de vos, ce qu'on parle d'RP ou RTO, de votre temps d'acceptation de perte de données et de votre temps d'acceptation de temps pour remettre le service en marche. C'est surtout au niveau de la direction hein, que ça se discute. Et en général, on parle à une direction, ils vont toujours dire bah non, non, il faut que ce soit disponible tout le temps, tous les jours. Et puis forcément, il y a des coûts qui sont associés à ça. Donc souvent, c'est une journée de perte de données acceptée, etc., etc. Donc ça, c'est la stratégie. Il faut la réfléchir en fonction de ces 2 indicateurs-là. Et donc, ce que nous dit l'ANSSI là-dessus, c'est que vous devez déployer une solution de sauvegarde, physique ou virtuelle. Vous devez avoir une solution qui potentiellement peut sauvegarder vos machines physiques ou vos machines virtuelles, alors qu'elles soient dans le cloud ou qu'elles soient chez vous. Mais surtout, on va s'intéresser à la dernière ligne. Et l'ANSSI nous dit qu'il y a plusieurs solutions pour avoir une sauvegarde sécurisée et externalisée, d'où le mode déconnecté qu'on entend souvent, hein, une sauvegarde déconnectée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de répliquer les sauvegardes sur un cloud public, c'est considéré comme une sauvegarde déconnectée. Le fait de faire une sauvegarde sur votre infrastructure privée à vous, par exemple sur des bandes, et de sortir les bandes et de les mettre au coffre, ben là, on est encore vraiment physiquement déconnecté, avec les inconvénients de la sauvegarde déconnectée, c'est-à-dire une bande potentiellement, c'est un coffre-fort, donc ça peut être une banque, le jour où vous en avez besoin, potentiellement, c'est un peu de logistique, mais surtout, ces sauvegardes, vous ne pouvez pas faire des sauvegardes très granulaires. C'est-à-dire potentiellement, une sauvegarde, vous ne pouvez pas la faire toutes les 5 minutes. Vous ne pouvez pas non plus la faire toutes les 10 minutes ou toutes les heures. C'est plutôt au moins toutes les semaines pour ce qui est d'une sauvegarde sur bande, puisqu'il y a un contexte logistique d'externalisation des bandes de sauvegarde à l'extérieur de vos locaux. Et il y a la troisième option qui est la réplication ou la sauvegarde de vos données vers un cloud privé. Alors,
différence d'un cloud public et cloud privé, c'est cloud public, on parle essentiellement de tout ce qui est cloud provider de type hyperscaler, donc on va parler d'Amazon, on va parler de Microsoft, Azure, on va parler de Google, on va parler OVH, aujourd'hui est considéré comme un cloud public. Et vous avez les clouds privés, donc le cloud privé, c'est potentiellement des hébergeurs spécialisés on va dire, beaucoup plus verticalisés dans certaines solutions qui n'ont pas vocation à faire du cloud public et ouvert à tout le monde. Donc là, le cloud privé, c'est vraiment votre infrastructure chez quelqu'un, donc chez un hébergeur. Pour le coup, OVH fait aussi du cloud privé. C'est un exemple. Là, donc, bien sûr, Novancy est un provider de type cloud privé. L'offre de sauvegarde, telle que nous l'entendons, c'est une offre de sauvegarde sur des data centers français. Donc aujourd'hui, les data centers sont sur la région du sud-ouest, essentiellement. Donc la stratégie de sauvegarde, comme je l'ai mis, c'est pouvoir faire ce qu'on appelle la fameuse stratégie du 3-2-1, 3 points de sauvegarde sur 2 types de supports différents, dont un hors site. Et l'avantage, c'est que vous pouvez potentiellement, si vous êtes sur un type de stockage externalisé, et là on va revenir sur le sujet S3, potentiellement, vous allez pouvoir décider de la rétention que vous avez. Vous êtes plus limité par le stockage que vous avez vous en local, mais potentiellement vous êtes simplement limité par soit la réglementation qui va vous dire d'avoir une rétention à plusieurs jours, plusieurs années, et là potentiellement c'est une facturation à l'utilisation. Donc, si vous consommez plus, vous payez plus, techniquement. Si vous consommez moins, vous payez moins. Le but de l'offre S3, tel qu'on l'entend ici, c'est qu'elle puisse être externalisée. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, l'offre S3 est essentiellement destinée à des sauvegardes hors site. Vous n'avez pas vocation, en tant que client final en général, à faire du stockage S3 en interne, sauf si vous faites beaucoup de développement ou voilà, vous stockez des pétas de données potentiellement et vous font un protocole assez standard. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les cloud providers, que ce soit cloud public ou cloud privé, vont vous conseiller sur ces solutions. Donc, solutions de type S3. L'avantage aussi de la solution, c'est que vu qu'elle est transportable dans les différents cloud providers, vous pouvez techniquement facilement restaurer chez vous, chez l'hébergeur privé, le cloud privé, ou carrément vous pouvez restaurer sur Azure de façon assez simple. On va dire sans trop de complexité, encore une fois, d'infrastructure. Ce sont des solutions qui sont multi-sites, puisque comme je vous l'ai dit, potentiellement, le type de stockage S3 lui va être répliqué sur plusieurs salles, plusieurs data centers en même temps. L'offre Novancy comporte aussi la possibilité, ce qu'on appelle d'avoir des sauvegardes en lecture seule, donc un potentiel hacker qui va avoir accès sur votre infrastructure à vous, qui lui va effacer les données parce que simplement il a pu supprimer les données de votre backup local, ne pourra pas le faire potentiellement sur le cloud privé, c'est-à-dire sur le stockage S3 qui vous est mis à disposition, grâce à plusieurs mécanismes, notamment le premier mécanisme qui est le mode de sauvegarde qui est transparent pour vous. C'est en tant qu'utilisateur, vous savez pas forcément si notre système il est sauvegardé derrière ou pas. Donc, vous avez vos sauvegardes, vous avez votre propre rétention. Vous dites, bah, potentiellement, j'envoie un mois de données à l'extérieur. L'hébergeur, dans notre cas, Novancy, a, lui, sa propre rétention en dessous, c'est-à-dire sur la couche basse de l'infrastructure, qui va potentiellement sécuriser une erreur ou une attaque ou autre de quelqu'un qui aurait supprimé toutes les sauvegardes. Potentiellement, nous, on va pouvoir revenir en arrière, au moins sur les 7 derniers jours, et c'est complètement transparent pour vous. De plus, ces sauvegardes sont ce qu'on appelle en lecture seule. Donc la lecture seule, c'est on ne peut pas écrire dessus, on peut simplement les lire. Techniquement, on ne peut pas non plus supprimer le fichier, puisqu'on peut juste le lire. Ces sauvegardes sont également, de notre point de vue, immuables, puisqu'on va assurer, grâce au protocole S3, tout un tas de mécanismes qui vont nous permettre de faire en sorte que la donnée soit toujours disponible, et donc de vous donner la garantie que
données sont cohérentes. En tout cas, que vos sauvegardes n'ont pas été touchées ou que potentiellement elles sont toujours disponibles. C'est-à-dire que nous, on va avoir un système de versionning. Potentiellement, si vous envoyez une sauvegarde telle que vous l'entendez, grâce au protocole S3, on va pouvoir faire plusieurs versions, un peu comme un drive potentiellement. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le faites souvent, mais quand vous faites un Word et que vous faites des modifications sur Teams et que vous partagez ça avec plusieurs collègues, vous pouvez voir les modifications de chacun et potentiellement revenir sur une version précédente. Alors, on est un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs versions de votre fichier, ou en tout cas de l'objet, dans le cas du S3, qui permettra derrière d'avoir une résilience. Et en tout cas, nous permettra de restaurer un instant T. Il y a également la possibilité sur le protocole S3 aujourd'hui de rendre une donnée, un objet immuable pendant une durée limitée. Alors le protocole, on va dire le S3, c'est maximum 180 jours. Donc c'est quand même limité dans le temps. C'est aujourd'hui le code du S3 est fait pour 180 jours maximum en termes d'immuabilité. C'est-à-dire que la donnée ne peut pas être immuable au-delà de 180 jours. Au-delà de 180 jours, soit le fichier, il n'a pas été modifié au-delà de 180 jours, il devient relisible, soit potentiellement on fait une modification et il devient immuable sur les prochains 180 jours. Mais c'est 180 jours maximum. Pour pallier à cette limite, nous avons un système de sauvegarde qui, lui, encore une fois, sur la partie couche basse, va masquer cette complexité et va s'assurer que même au-delà des 180 jours, potentiellement, nous avons une immuabilité qui, elle, peut être, on va dire, infinie. Alors après, en général, il y a toujours un risque à mettre une donnée immuable pendant une durée illimitée parce que si la donnée est immuable, on ne peut pas la supprimer, on ne peut pas la modifier. Et donc, si vous voulez faire des économies ou des gains de place, potentiellement, l'immuabilité, c'est l'ennemi de l'économie, potentiellement. Donc, en général, on dit que la donnée est immuable sur une durée assez courte. En général, on parle plutôt d'un mois ou de quelques jours. Si vous avez un ransomware demain, potentiellement, vous n'allez pas restaurer à 3 mois en arrière. Le ransomware, lui, en général, il est présent sur une infrastructure sur une durée très limitée, potentiellement une semaine. Le ransomware peut être présent, mais le ransomware, il n'a pas vocation à être là bien avant l'attaque et il n'a pas vocation à être là après l'attaque. Parce que si le ransomware il est là, potentiellement, c'est une faille du ransomware. Si le ransomware il est là, c'est-à-dire le logiciel, le programme qui crypte vos données est toujours présent, techniquement, si vous avez le programme, vous pouvez potentiellement faire ce qu'on appelle du reverse engineering sur le programme et potentiellement trouver la clé pour déverrouiller vos données dans le cas d'un ransomware. Donc il n'a pas vocation à être là bien avant l'attaque, le ransomware. Dans une attaque ransomware, ça se passe en 2 phases, de façon générale. C'est que vous avez des équipes qui sont, alors souvent en Russie, et dans certains pays d'Asie, ils sont assez couverts en termes de législation, on ne peut pas aller les chercher assez facilement. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que c'est des mafias, ça n'a pas d'autre nom aujourd'hui, c'est un business, et c'est un business qui rapporte. Et donc, c'est des mafias, on parle beaucoup de mafias russes, mais pas que. Donc, ça se passe en 2 phases. Vous avez les premières équipes potentiellement. Alors, avant même les équipes, vous avez des robots qui scannent Internet en permanence et qui scannent tout ce qui est sur Internet. Donc, potentiellement, vous, si vous avez des équipements, des sites web, vous avez des messageries qui sont sur Internet, techniquement, elles peuvent être scannées des centaines de fois par jour par des robots, par des outils qui, en permanence, recherchent des failles sur une infrastructure, sur n'importe quoi, même sur un cloud public, qui est loin d'être sécurisé vis-à-vis des failles. Et donc, on va dire que ces premières équipes ont en charge de trouver les failles dans le système informatique, dans vos sociétés ou n'importe quelle société. Et par cette faille, ils vont essayer de s'introduire. Et en fonction de la faille, leur boulot, c'est d'essayer de s'introduire sur votre réseau de façon anonyme, sans que vous vous en aperceviez, et dont le but est d'avoir une élévation de privilèges. Une fois que ces équipes-là, elles peuvent passer peut-être quelques semaines à plusieurs mois sur votre réseau sans que vous vous en aperceviez. Donc
le but est de récupérer les accès, on va dire, administrateurs de votre système, mais surtout de comprendre le fonctionnement de votre système d'information. C'est arrivé que même les serveurs de sauvegarde soient supprimés, soient cryptés, et donc là, même quelqu'un qui aurait des sauvegardes locales, il serait complètement déboussolé face à ce type d'attaque. Donc, il y a plein de mesures, hein. Il n'y a pas qu'une seule mesure. La sauvegarde externalisée n'est pas la seule mesure à prendre, c'est une des mesures à prendre pour, par exemple, une attaque ransomware. Mais dans le cas de l'attaque ransomware, donc une fois qu'ils ont tous ces accès-là et qu'ils ils sont sûrs que cette faille existe, ces données, donc les mafias vont se les vendre entre elles, donc c'est des informations qui vont se vendre entre eux vers d'autres équipes. Donc là, on parle de la deuxième phase de l'attaque. Et ça se passe très rapidement, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont obtenu une élévation de privilège, il se passe quelques heures, voire quelques jours entre le moment où la faille a été détectée, ou en tout cas ils ont une élévation de privilège, et le moment où le ransomware est déclenché. Donc les informations sur les failles et sur les accès administrateurs sont transmises aux équipes qui vous déploient le ransomware. Eux, ils savent déjà par où entrer, ils savent déjà par où passer en fait pour chiffrer toutes vos données. Et donc en général, leur objectif c'est de chiffrer toutes les données dans un temps très court. C'est-à-dire que le logiciel ransomware il est éphémère, il va être présent au tout début de l'attaque. Il va être présent pendant l'attaque et à la fin de l'attaque, quand il n'a plus de données à chiffrer, il se supprime, il s'autodétruit potentiellement. Ce qui fait que, en général, c'est très difficile d'avoir le ransomware et donc d'avoir potentiellement la clé de déchiffrement, sauf si ce logiciel il a déjà été répertorié par les autorités, auquel cas, en général, on peut retrouver la clé pour déverrouiller les données, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, le ransomware n'a pas vocation à rester très longtemps. Et puis, même une direction, c'est compliqué de dire, on restaure à 3 mois en arrière parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait il y a 3 mois. Techniquement, c'est pas très réaliste. Donc, en général, on parle d'1 à 2 semaines de perte de données dans un cas de ransomware. Donc, potentiellement, si la donnée reste immuable pendant 15 jours, ça répond de façon assez générale on va dire, à cette problématique. Juste pour terminer sur le ransomware, en général, une fois que les données sont vendues aux équipes qui vont vous lancer le ransomware, il se passe très peu de temps et surtout, en France, c'est plutôt comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer l'attaque un vendredi soir, ça va tourner tout le week-end, puis le lundi matin, vous vous rendez compte qu'en fait, toutes les données sont chiffrées. Parce que potentiellement, comme personne travaille le week-end, personne ne peut s'apercevoir qu'en temps réel, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Après, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des outils, hein. Il n'y a pas un outil qui va pouvoir vous protéger. Il y a les antivirus qui vont pouvoir détecter, voire même bloquer dans certains cas. Mais la sauvegarde, c'est, on va dire, la dernière des solutions. Et enfin, on parle d'une solution qui remplace assez facilement donc les solutions de stockage traditionnelles telles que je vous les ai exposées depuis le début. Et donc, c'est une solution qui est pilotable par les solutions de sauvegarde. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure que le S3, c'est pilotable via API, via des outils tiers. Aujourd'hui, l'ensemble, je ne vais pas dire l'ensemble, mais on va dire les éditeurs les plus reconnus du marché, aujourd'hui sur la partie sauvegarde, je ne les ai pas tous indiqués là, hein, j'ai juste indiqué certains avec lesquels on travaille, ont intégré de façon native la possibilité d'envoyer vos données vers un stockage de type S3, qu'il soit privé, donc un stockage de type Novancy, OVH ou autre, ou qu'il soit public, donc Amazon AWS S3 ou Microsoft Azure Blob. Aujourd'hui, vous avez des outils comme Vim, Rubrik, OnTap dans le monde NetApp. Vous avez QNAP pour tout ce qui est NAS, hein, Synology également. On intègre désormais nativement la possibilité d'envoyer des sauvegardes vers S3. Si vous avez des petits NAS à la maison, vous pouvez faire l'expérience potentiellement. Vous avez des outils comme Volt également. Donc, faut bien vous dire que c'est une solution qui n'est pas autonome. Il faut quand même un outil de sauvegarde derrière. Donc, cet outil de sauvegarde, il doit être sécurisé, hein, évidemment. Mais l'objectif, c'est d'une sauvegarde externalisée quand on vous garantit que la donnée sera toujours disponible. Et c'est là la garantie du S3, c'est que potentiellement, comme vous l'avez compris, les métadonnées sont enregistrées sur les fichiers. Donc, de façon
transparente. Si vous avez plus de serveur de sauvegarde avec les métadonnées, c'est pas grave, puisque les métadonnées sont stockées sur potentiellement les fichiers de type S3. Donc vous pouvez, on va dire, quasiment presque dans tous les cas restaurer, à condition bien sûr que les sauvegardes soient pas elles aussi qu'elles soient protégées. Techniquement, alors là, il y a un petit exemple sur le stockage S3 avec Vim. Vous avez un stockage chez vous. Alors, le S3 ou le stockage externe n'exclut pas d'avoir des sauvegardes locales, bien au contraire. Il est quand même très pertinent d'avoir des stockages chez vous, tout simplement pour vous affranchir d'Internet, puisque quand on envoie vers S3, vers l'extérieur, on passe forcément par Internet, puisqu'on passe, on va vers l'extérieur, donc on est obligé de passer par Internet. Et donc, de cette façon, si vous restaurez depuis Internet, vous avez la garantie d'avoir, certes, les données, mais en fonction de vos débits, en fonction de la volumétrie des données que vous les rapatriez, vous pouvez être limité. Donc, la sauvegarde locale, elle est toujours pertinente. Hein. Toujours garder la stratégie du 3-2-1, 3 points de sauvegarde sur 2 supports différents. Il faut quand même savoir qu'au moins un des supports doit être chez vous en local, de préférence, pour avoir la possibilité, même si vous n'avez pas Internet, de restaurer. Après, il faut aussi sauvegarder, j'allais dire sauvegarder, mais il faut aussi sécuriser votre sauvegarde locale. Et en général, si vous n'avez pas forcément la possibilité de le faire, vous allez déléguer cette responsabilité et vous la mettez à l'extérieur. D'où la pertinence de le mettre sur un stockage externalisé de type S3. Donc, quand vous avez une infrastructure de type Vim aujourd'hui, on va simplement vous donner, quand on dit simplement, c'est on va vous donner une URL avec un bucket, avec un utilisateur. Donc, c'est une communication qui va être sécurisée par un échange de certificats entre votre client de sauvegarde, potentiellement dans ce cas, et le stockage hébergé, donc le bucket S3. Et de façon native, on va vous garantir potentiellement 7 jours de données immuables par rapport à vos sauvegardes on-premise, au moins 7 jours. Bien sûr, on peut toujours les changer, on peut mettre jusqu'à au-delà de 180 jours, mais par défaut, c'est 7 jours. Parce que si vous gardez au-delà de 7 jours et que vous avez une rotation de sauvegarde, vous allez consommer davantage et donc vous allez potentiellement payer aussi davantage. Donc c'est du stockage as a service. Hein. Donc vraiment, c'est vous consommez 1 Tera, vous payez 1 Tera, vous consommez 2, vous payez 2, etc., etc. Mais l'inverse est aussi vrai. Si vous consommez, passez de 3 à 2 Tera, ben, le mois suivant, vous payez potentiellement 2 Tera. Et donc la solution technique que nous avons, comme je vous ai expliqué, vous avez du Amazon S3 aujourd'hui chez AWS, donc qui est une solution fermée, qui a été rendue sur 80% des fonctionnalités en open source. Et donc, il y a des solutions open source qui existent. Vous avez du MinIO potentiellement, vous avez de l'OpenSwift notamment pour d'autres workloads. Et vous avez certains constructeurs notamment qui ont eux aussi dans les systèmes de stockage, dans les baies de stockage intégré les protocoles S3, puisque dans certains cas, les baies de stockage chez les utilisateurs finaux, dans les entreprises, si vous faites du développement, vous avez quand même besoin de stockage S3, potentiellement. En ce qui concerne Novancy, la solution technique derrière, on est sur une solution donc ce qu'on appelle du S3 compatible. Dès que vous n'êtes pas chez Amazon, c'est obligatoirement du S3 compatible. Et vous êtes donc sur en ce qui nous concerne, une technologie NetApp. Alors c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'au-delà du S3, historiquement NetApp a des fonctionnalités de résilience assez élevées, notamment sur ce qu'on appelle donc l'immuabilité, sur le fait de rendre justement les données lecture seule pendant des années, et ce qui nous permet aujourd'hui de garantir, en plus du S3, justement cette résilience et de contractualiser le fait que quoi qu'il arrive, on pourra toujours restaurer vos données. C'est aussi une question de technologie. Voilà, on a choisi le constructeur NetApp en ce qui nous concerne, tout simplement parce que c'était déjà un des éléments très présents dans nos data centers, sur lesquels il y a quand même beaucoup de compétences dans le groupe NVL, et on a choisi cette solution puisqu'elle est aussi multisite. Et aujourd'hui, quand vous envoyez potentiellement un backup chez Novancy, c'est envoyé dans différents data centers. Donc, même si nous avons une panne d'équipement, on pourra de toute façon toujours pouvoir mettre à disposition le service de type S3.
vrai sujet sur l'offre S3. Pourquoi Navancy propose du S3 et comparé à un cloud provider, en quoi on va être beaucoup plus pertinent? C'est vraiment le sujet, en tout cas le sujet facturation, mais aussi le sujet garantie. Tout d'abord, sur un cloud provider, vous payez à l'utilisation. Sur un cloud de type Amazon S3. Donc techniquement, vous payez la volumétrie, mais pas que. Vous payez aussi beaucoup de variables qui n'est pas maîtrisée. Essentiellement, la maîtrise des coûts dans les systèmes d'information est une problématique. Et donc, quand vous avez on va dire, euh, une facture mensuelle qui varie du simple au double, parce que tout simplement, vous avez un peu plus utilisé Internet, c'est pas facile à gérer, on va dire, en termes de budget, en termes de valorisation de la DSI à justifier des budgets. Euh, on va dire que vous n'avez pas vraiment une maîtrise, vous avez potentiellement une fourchette qui peut varier du simple au double. Donc c'est plus une fourchette. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous allez sur un cloud provider, cloud public, vous êtes responsable de données que vous mettez à l'intérieur, donc vous êtes aussi responsable de la façon dont vous les sécurisez. Il faut le voir comme Ikea, vous y allez, vous achetez un meuble, vous le montez vous-même, vous êtes responsable de comment vous l'avez monté. Si vous ne déléguez pas le montage à quelqu'un qu'on va dire expérimenté, vous pouvez monter le meuble à l'envers. Et c'est exactement le même principe. Si vous l'avez monté à l'envers, ils ne vont pas forcément vous garantir le bon fonctionnement. Mais sur le cloud public, on est exactement sur le même modèle. C'est-à-dire que si vous faites vous-même euh, les solutions et que vous n'avez pas un tiers et vous ne pouvez pas déléguer la responsabilité techniquement, euh, vous êtes responsable de ce que vous faites avec ces données-là. La vraie différence sur l'offre, c'est que dans notre cas, on va vous garantir que quoi que vous mettiez dedans, même si vous avez fait une erreur d'administration, les données que vous avez chez nous, grâce aux différents mécanismes de protection, elles seront toujours, on va dire qu'elles seront immuables, donc elles seront toujours disponibles. Ça, c'est la vraie différence. Vous avez aussi la maîtrise des coûts. On va dire que Navancy aujourd'hui propose un prix fixe au Terra, contrairement à un AWS ou un Microsoft Azure qui lui va vous proposer plusieurs tarifications. C'est-à-dire que vous avez le coût au Terra, mais vous avez aussi le coût, on va dire le coût à l'opération. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de sauvegardes, on va dire beaucoup de changements dans votre système d'information euh, et qu'il faut sauvegarder ces changements, mais ça fera plus d'opérations pour la sauvegarde, donc vous payez aussi à l'opération d'écriture, l'opération de lecture. Donc techniquement, vous avez cette facturation supplémentaire. Vous avez aussi une facturation lorsque vous rapatriez les données, c'est-à-dire si vous téléchargez demain 10 pétas ou 10 terras parce que vous avez besoin de faire une grosse restauration, ça c'est facturable aussi. Donc voilà, il y a une dizaine de lignes variables en fait lorsque vous allez sur le stockage de cloud public. Et en plus, on ne vous garantit pas forcément que ces données sont viables puisque vous êtes responsable vous-même de ce que vous mettez à l'intérieur. Et c'est là où Novancy va se différencier. C'est sur la partie facturation où vous avez un coût fixe au Terra, que vous téléchargiez beaucoup ou pas, que vous fassiez beaucoup d'opérations ou pas. Vous allez avoir la garantie d'une viabilité indépendamment de ce que vous faites sur plusieurs jours, plusieurs mois si on le souhaite. Et vous n'avez pas de coût de réversibilité. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément chez les clouds publics. Parfois, vous pouvez avoir des assureurs qui vous demandent de déléguer votre sauvegarde, en tout cas de faire une sauvegarde externalisée et de déléguer la responsabilité de la gestion de cette sauvegarde et potentiellement vous ne pouvez pas le faire vous-même ou alors vous êtes limité parce que vous ne rentrez pas dans le cadre du contrat avec votre assureur ou autre. Voilà, donc c'est ça la pertinence en fait de notre offre, c'est de pouvoir proposer quelque chose à un prix fixe avec plus de garantie que ce que vous avez sur un cloud public. Il y a aussi une phase d'analyse, c'est-à-dire quand on propose en général les offres de stockage S3, il y a aussi non pas une remise en cause complète, mais une analyse de l'existant, à savoir qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en local, est-ce que vos outils permettent déjà de sauvegarder sur ce type de stockage, et surtout quel est le périmètre. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est quand même utile d'avoir des sauvegardes locales, multiplier les points, et pas avoir qu'une sauvegarde cloud à l'extérieur.
Parce que si vous avez plus Internet ou si vous devez récupérer des données très très rapidement avec des grosses volumétries, si vous avez un petit tuyau au niveau d'Internet, eh ben, ça va mettre des jours et potentiellement c'est des jours d'indisponibilité pour le système d'information et ça c'est pas forcément ce que vous souhaitez. Dites-vous bien que c'est du stockage que vous souhaitez pour avoir la dernière solution quand vous avez entre guillemets plus rien, un incendie, un ransomware, etc., etc. Pour finir sur les data centers, donc on a parlé d'un cloud souverain. Aujourd'hui, Novancy D-Line, hein, c'est plusieurs, on va dire plusieurs data centers. Aujourd'hui, c'est euh, 3 data centers entre guillemets en nom propre, c'est-à-dire dont nous avons la gestion de A à Z, certifié ISO 27001, donc c'est des data centers de type tier 3, donc c'est ce qu'on retrouve de façon générale dans tous les cloud providers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout est double attaché, tout est double adducté au niveau d'Internet, avec plusieurs accès opérateurs au niveau de l'énergie, etc., etc., afin de garantir une disponibilité maximale. Aujourd'hui, on est sur les 6-9 en ce qui concerne Line, donc ça représente quelques heures d'indisponibilité par an. Les data centers sont essentiellement sur Angoulême, Poitiers et Bordeaux. De façon principale, ce sera Angoulême et Poitiers pour tout ce qui est hébergement. Donc, on est en France et soumis aux lois françaises. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie à tous. Je suis désolé, j'ai un peu brodé et donc un peu trop dépassé peut-être s'il y a des questions. Est-ce que il y a des questions? Surtout, n'hésitez pas à les poser. Nous vous remercions quand même d'avoir participé à ce webinaire S3. J'espère que c'est plus clair pour vous. Qu'est-ce que le S3 et quels sont les avantages d'une sauvegarde S3 potentiellement. Donc nous restons à votre disposition, bien évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter, soit directement moi si vous avez mon contact, ou sinon, si vous avez des interlocuteurs chez Novancy ou à travers le site novancy.fr, où vous allez pouvoir prendre contact avec éventuellement un membre du service commercial si vous voulez aller plus loin par la suite. Merci à tous. Je vous souhaite bon appétit. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je suppose que ça a été clair pour tout le monde. Ou alors j'ai été un peu mauvais, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai embêté tout le monde. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Il y en aura d'autres très prochainement sur d'autres sujets, sur la cybersécurité, sur la facture dématérialisée, sur tout un tas de sujets des offres du groupe, mais surtout des sujets du moment. L'idée, c'est pas forcément de systématiquement vous proposer des offres Novancy ou des offres du groupe, mais c'est surtout aussi vous sensibiliser sur tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des systèmes d'information, de ce qui se fait, de ce qui se fait moins, etc., etc. Merci à tous et bon appétit.